Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre programme Demain par l'éducation, une émission qui se réalise dans l'univers de l'UAC. C'est en vue de la promotion des œuvres des enseignants, c'est en vue de la promotion de l'éducation dans les universités à travers notre région. Et pour aujourd'hui, nous recevons le professeur Wilfried Kibanda. Il est docteur en philosophie à l'université catholique de Louvain et il a écrit un livre à rapport avec des sphères d'injustice dans le mariage africain. Et aujourd'hui, nous sommes présents avec lui, c'est pour nous donner de la lumière par rapport à cette œuvre qu'il a produite dans notre culture. Nous sommes également avec le professeur Mwindo Mwanda. Lui, il est enseignant des sciences politiques et amateur de la philosophie de la culture. Et c'est avec eux que nous allons passer votre programme d'aujourd'hui. C'est donc une sorte de confrontation entre auteur et lecteur. C'est un programme que nous vous invitons à suivre. Et nous allons accueillir les deux invités de votre programme de séjour. Bonjour, professeur Wilfried. Bonjour. Et les téléspectateurs sont fiers de vous accueillir. Et bonjour, monsieur le professeur Mwanda. Bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être avec vous dans ces nouveaux numéros des émissions Demain par l'éducation. Et comme annoncé déjà, c'est un programme qui revient sur la production du livre Des sphères d'injustice dans le mariage africain. Et c'est une œuvre scientifique qui a été produite par le professeur Wilfried. Et nous allons donc lui accorder la parole et il va essayer de nous donner en quelques lignes, les grandes idées qui sont développées dans ces grands livres de plus de 120 pages. Voilà, professeur, vous avez la parole afin de nous présenter les livres en quelques lignes. Merci, monsieur le journaliste. En fait, c'est un essai, ce livre, c'est un essai, comme vous voyez. Quand on parle d'un essai, c'est-à-dire qu'on est libre de mettre ses idées, ses hypothèses, et de les soutenir d'une manière rationnelle et solide. Des sphères d'injustice dans le mariage africain, il faut d'abord que je définisse ce que j'attends par sphère. Les sphères, c'est que ce sont les zones de notre engagement socioculturel. Et quand je parle des zones de notre engagement socioculturel, ça peut être nos statuts, nos positions sociales. D'une manière simple, je vais dire, par exemple, dans notre culture africaine, congolaise, un oncle, c'est une institution. Une tante, c'est une institution. Vous ne pouvez pas vous marier à l'absence de votre tante. Oui. Vous ne pouvez pas vous marier à l'absence de votre oncle. Quand il y a une intronisation, un oncle doit jouer un rôle important. Donc un oncle, c'est une institution. Donc quand je parle de sphères d'injustice, c'est effectivement là, c'est différents rôles que nous jouons dans notre culture lors de sa reproduction sociale. Là, ce sont des termes qu'on retrouve dans l'anthropologie. Quand on parle de la reproduction sociale, c'est le fait, évidemment, le fait qu'on vit, selon ce qui nous a été légué par la culture. Alors l'idée qui est là, c'est quoi? C'est que je pose l'hypothèse selon laquelle une institution peut véhiculer des injustices vis-à-vis de la conscience d'un individu qui a des visées d'une vie quelconque qu'il estime bonne. Alors je pars d'une hypothèse assez forte d'un auteur français qui a beaucoup plaidé pour les personnes victimes d'injustice, qui s'appelle Paul Ricoeur, et qui a donné une hypothèse forte selon laquelle nous souhaitons mener une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Pour autrui dans des institutions justes. Ça signifie quoi? Que donc on ne mène pas sa vie, on la mène avec les autres et on souhaite la mener dans des institutions justes. Alors quand j'ai analysé cette pensée-là de Paul Ricoeur, je me suis demandé pourquoi il fait un souhait, effectivement,
c'est que Essoué n'a de valeur que là où il y a, ce qu'on souhaite n'est pas encore passé dans le réel. Donc le fait de dire qu'il souhaite vivre une vie bonne avec pour autrui là des institutions justes, ça suppose qu'il y a des institutions injustes quelque part et qui sont des obstacles à l'épanouissement donc de sa vie. Et là j'ai commencé à voir si ce qu'il dit peut avoir des références dans la vie effectivement de chez nous, et effectivement j'ai constaté qu'il y avait des institutions qui avaient été culturellement acceptées, justement défendues, mais qui ont disparu quand on peut dire les sociétaires se sont rendus compte que ces institutions-là n'épanouissent pas leur vie. Et donc quand une institution n'épanouit plus la vie, on s'en débarrasse, on la remplace, ou bien on la raménage, on la retravaille en tout cas. On la change, voilà. Alors c'est comme ça que je me suis dit, effectivement, par exemple, chez nous, en Afrique, nous avons connu l'esclavage, qui a été défendu par des grands savants, que c'était une institution naturelle, qu'on ne peut pas s'en passer, il faut fonctionner avec et tout ça. Mais on s'est rendu compte progressivement que non, c'est une institution. Quand on dit institution, c'est quelque chose de créé. C'est un artifice qui a été créé au cours de l'histoire pour des intérêts de ceux qui avaient la possibilité évidemment de faire travailler les autres et de les considérer comme leurs objets. Comme ça fait un esclave, c'est celui-là. C'est une propriété d'une autre. Alors c'est comme ça que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres institutions dans nos cultures qui fonctionnent un peu comme l'esclavage? Et donc, voilà. Plusieurs fois, j'ai toujours pensé que les mariages avaient des problèmes. C'est comme ça que je me suis mis à analyser les mariages en Afrique. Et quand j'ai regardé comment fonctionnent les mariages en Afrique, et bien surtout chez nous, chez les Nandes, en fait, on part toujours de quelque part, je me suis rendu compte quand même qu'il y a, dans l'institution du mariage, il y a des sous-institutions. Ouais. Que je parle donc de la dot, que la dot me paraissait vraiment comme quelque chose d'injuste qui transformait finalement les femmes en esclaves dans le mariage. Et à côté de cela, il y a évidemment les formes de mariage. Les formes de mariage aussi qui n'épanouissent pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui se lamentent, qui voudraient vivre d'une certaine manière, et ils ont du mal peut-être avec la monogamie. Oui. Pourquoi les gens se mettent à vivre de la polygamie, cherchent une deuxième femme? C'est pour essayer de s'épanouir, tout cela. Oui. Alors j'essaie d'analyser, de savoir quelles sont les raisons qui sont à la base de cela. Il y a beaucoup de personnes, de jeunes femmes aussi, qui voudraient se marier, qui ne se marient pas, parce qu'évidemment, il y a des institutions, peut-être, des règles. On peut dire des règles matrimoniales qui ne les aident pas et tout cela. Dans lesquelles elles ne se retrouvent pas. Dans lesquelles elles ne se retrouvent pas. Voilà, donc, plus ou moins les grandes idées. Et je regarde même la répartition des tâches dans le mariage pour regarder pourquoi les tâches sont réparties de cette manière-là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de changer? Parce que mon idée fondamentale, c'est ce que j'ai constaté, c'est que l'institution, par exemple, du mariage, de la dot, en fait, quand j'ai analysé, quand j'ai regardé sur le terrain comment on se vit la dot, je me suis rendu compte que c'est une institution qui est en crise. Ouais. Elle est en crise, beaucoup de gens se lamentent, que non, ça ne va pas, on exagère, que c'est pas quoi. C'est pas comme ça que nos ancêtres ont vécu. Oui. Et donc, voilà, les gens sont révoltés. Pas seulement dans le parler, mais je constate que beaucoup de personnes aussi modifient leur comportement. Des personnes qui se marient sans plus réaliser ce qui était exactement exigé. Et donc moi, ça me montre qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un obstacle quelque part. Et comme je pense que c'est ça, la culture c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Nous n'avons pas le pouvoir, parce que ça nous a été légué par nos ancêtres. Nous n'avons pas le pouvoir de l'abandonner comme ça, parce que c'est une obligation. C'est une obligation. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils prennent des attitudes personnelles, des arrangements commencent à se passer dedans. Ça, c'est pour montrer qu'on voudrait se passer de cette institution-là qui n'aura pas justice, effectivement, aux jeunes qui veulent se marier. Voilà, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, donc je peux montrer beaucoup d'autres choses qui concernent par exemple la monogamie. Oui. Certaines personnes estiment qu'elle est injuste envers elles. La polygamie aussi, injuste envers ces personnes. Et je pose maintenant l'hypothèse selon laquelle
il faut regarder du côté de ce qui épanouit la personne, que de rester courbé par des institutions culturelles qui méritent peut-être un débat, ou qui sont en train d'être modifiées progressivement. Oui. Alors voilà, je peux dire en gros, on va y revenir peut-être dans les débats, ce que je peux dire rapidement, c'est cela, voilà. Ce petit dessin. Et c'est juste une synthèse, on peut le dire de cette manière-là, c'est le contenu en bref de ce qui est dans le livre. Et nous sommes face à ce livre, nous avons des lecteurs qui l'ont lu, nous avons aussi d'autres qui vont bien sûr le lire. Et maintenant nous sommes avec le professeur Mwanda, lui qui va apprécier d'une certaine manière. Professeur, il y a le collègue qui revient sur certaines sphères d'injustice, il parlait de la dot, il parle de la monogamie, de la polygamie, la division du travail dans les foyers, des critères de beauté comme des sphères d'injustice dans les mariages africains. Est-ce qu'il y a une appréciation à faire par rapport à ces différentes sphères qu'il a pu soulever tout au long du livre, selon la lecture que vous faites en fait de ces documents? Alors, la première appréciation à faire, c'est l'apparition du document dans le contexte actuel. Et c'est un contexte où on voit que la famille, c'est une institution qui de moins en moins réussit à contrôler et à faire avancer tant les enfants dans leur éducation. C'est une institution qui se fragilise, et parfois cela est à la base de beaucoup de problèmes dans la société. Et alors lorsque le collègue Wilfried revient sur ces sphères d'injustice en faisant référence de manière particulière au mariage africain, pour essayer de voir qu'est-ce qui crée le mieux-être et le mieux vivre dans ces institutions, et qu'est-ce qui peut encore être accepté, qu'est-ce qui peut être interrogé. Je crois qu'il va au cœur d'un des problèmes que nous avons besoin de résoudre actuellement, c'est celui de la solidité des familles. Laquelle solidité des familles, lorsqu'elle n'est pas garantie, et des sphères de délinquance s'ouvrent et la stabilité de la société en souffre. Je crois que la première appréciation, c'est celle-là, à mon avis. C'est un texte qui est sorti dans le contexte qu'il faut. Et c'est un texte qui est sorti aussi dans le contexte qu'il faut, c'est le contexte de la mondialisation, et un contexte où les cultures se mélangent beaucoup plus rapidement qu'avant, et avec la possibilité que l'on renonce rapidement à sa culture, et que l'on puisse adopter vite celle de celui qui a le micro, du plus fort. À mon avis, lorsqu'il revient, comme philosophe surtout, et à poser des questions qui peuvent nous amener à nous poser la question de savoir, mais dans cette mondialisation, dans cet échange, et où en sommes-nous, qu'est-ce que nous pouvons garder, qu'est-ce que nous pouvons prendre chez autrui pour ce qui concerne cette institution fondamentale de la société qu'est le mariage. Et la mondialisation n'étant pas globalisation, moi on l'a compris aujourd'hui, la mondialisation est globalisation. Ça signifie que ce qu'on appelle mondialisation a une force centrifuge et une force centripète. Ça signifie que au fur et à mesure que nous entrons en contact avec les autres, nous découvrons nous-mêmes. La découverte des autres nous amène facilement à découvrir qui nous sommes. Donc celui qui n'est jamais sorti d'un coin, et à la fin il a des difficultés à savoir qui il est, parce qu'il n'a jamais eu de terme de comparaison. Il ne saura pas dire moi je suis ceci parce que je ne suis pas cela. Et c'est dans ce contexte précis où il faut comprendre la mondialisation comme globalisation que ce livre doit être aussi apprécié. Je crois qu'il est sorti au bon moment. Mais parce que nous avons aussi besoin de savoir, maintenant que nous venons de savoir, c'est que nous venons de connaître ce que les autres font. À la lumière de l'autre, qui sommes-nous pour ce qui concerne de manière particulière les pratiques liées, les pratiques et les institutions autour du mariage. Alors, je crois que pour d'autres appréciations, on peut aller maintenant dans les détails selon d'autres phases qu'il peut présenter. Mais la première appréciation que moi j'ai eue de ce texte, c'est une appréciation positive parce qu'il s'agit d'un texte qui tombe au point nommé
Parce qu'actuellement, les problèmes que nous avons dans notre société, les problèmes d'insécurité, sont d'habitude des enfants incontrôlés. Et des problèmes de pauvreté, ce sont d'habitude des familles dans lesquelles la solidarité a perdu de sa valeur. Et beaucoup d'autres problèmes qu'on peut citer ici. Moi, j'estime qu'à la base de tout cela, il y a un problème du fonctionnement dans l'institution qu'on appelle mariage, parce que si ces mariages fonctionnaient effectivement, il y a un certain nombre de problèmes qu'on résoudrait de manière automatique. Il y a aussi évidemment l'influence externe qui nous met dans une condition de perdre des repères, ou d'être en quête de repères, et on n'a pas encore suffisamment recadré pour savoir, ok, au vu du changement qui est en train de s'observer, voici la ligne à suivre, voici la ligne à ne pas suivre, parce que nous sommes dans un mélange dans lequel il faut que nous tracions notre ligne. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il pose toutes ces questions comme philosophe autour de l'institution mariage et des sous-institutions y afférentes, je crois que c'est un texte qu'il faut faire lire actuellement, et c'est de voir comment chacun peut répondre aux différentes questions qu'il a pu soulever. Alors, professeur, je rappelle, c'est un livre qui est constitué de deux sphères, je vais dire de deux sections différentes. Mais dans la première, vous parlez de la dot comme étant un prix d'achat refoulé. Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler de cette considération que vous faites de la dot, justement dans notre culture, où nous avons acquis certaines manières de faire à partir de ceux qui paraissent comme ceux qui nous dirigent maintenant à partir même de notre culture? Oui, c'est le premier, peut dire la première partie où je soutiens l'hypothèse selon laquelle la dot est un prix d'achat refoulé. Évidemment, pour comprendre ce que je veux dire, c'est qu'il faut se référer puis à la psychanalyse pour comprendre la notion de refoulement. En fait, le concept de refoulement à psychanalyse, c'est qu'il y a des désirs que nous avons, que nous n'avons pas pu réaliser, mais qui vont s'accumuler dans le subconscient. Ils ne sont pas passés dans la vie concrète, mais nous les avons accumulés, nous avons refoulés parce que ce n'était pas socialement acceptable. Ce n'était pas socialement acceptable, mais c'était notre désir, mais comme la société ne l'accepte pas, on vit avec, et ça crée ce qu'on appelle de frustration. Jusqu'au jour où vous allez, comme on le dit, que la soupape va sauter. Quand la soupape saute, et alors là, vous faites sortir tout ce que vous aviez comme désir. Ouais. Voilà. Alors, comment j'arrive à accéder à l'inconscient de l'Africain, notamment du Mounande? C'est à travers, je peux le dire, les situations d'échec du mariage. Quand vous êtes dans un mariage normal et régulier, on a l'impression que tout va bien. Mais quand il y a une situation d'échec, ça peut être la mort du conjoint, du conjointe, ça peut être son infertilité, ça peut être un comportement qui ne marche pas. C'est à ce moment-là que vous commencez à entendre des paroles qui montrent qu'en fait, on commence à regretter la dot, par exemple, qu'on avait donnée. On utilise des verbes bizarres. J'ai perdu. Oui. J'ai perdu. Voilà, ça fait un élément que j'essaye de montrer. Après ça, par ailleurs, je regarde comment même la dot se comporte. Hein. Comment on l'a instituée. Comment elle se négocie, la négociation. Elle se négocie comme si on était dans un marché. Hein. On utilise même des vocabulaires du marché. Et il y a même je montre comment la famille du garçon, de la fille, essaie de regarder la taille de chèvre qu'on donne dans la tradition, du moins comme cela, pour essayer de voir si elle équivaut à la fille, plus ou moins. Et là, ça me montre que c'est quand même quelque chose qui peut montrer qu'on est dans un vocabulaire de transaction. J'ai fait aussi l'analyse linguistique. Hein, je regarde dans certaines cultures où la dot signifie acheter. Hein. Ouais. Un goulot. J'ai vu chez les Chi, c'est comme ça.
Et même si nos aînés qui ont interprété la dot ne veulent pas aller dans cette direction-là, il se fait que le langage trahit. Le langage trahit les intentions cachées. Et donc il y a le langage qui trahit, il y a les comportements en situation de détresse qui trahit, il y a même vis-à-vis des filles et aussi des femmes. Hein, quand il y a la situation de détresse, on commence à demander comment vous avez payé. Combien vous avez payé pour pouvoir me maltraiter? On peut réagir, oui, j'ai payé, du chèvre. Oui. Voilà, donc vous voyez, ce sont là des comportements, des situations donc, que le lecteur peut découvrir, hein, un peu phénoménologique de cette situation-là, plusieurs situations, commençons par la manière dont nos pères, hein, nos pasteurs, quand ils ont été à contact avec la situation occidentale, hein, les Occidentaux ont longtemps soupçonné que la dot était prix d'achat. Mais comme on était dans un contexte de rencontre de culture, comme le prof Moine venait de le dire, à cette époque, il fallait protéger la culture. Donc les théologiens, les juristes de cette époque ont essayé de montrer que non, la dot, c'est un gage d'alliance, que donc il faut en rester là. Mais là aussi, quand j'analyse, je regarde ce que peut signifier le gage d'alliance, ben, je montre qu'il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens qu'on peut dégager, et que là, le gage d'alliance peut tout simplement dire aussi, comment on l'appelle, déposite, comment on appelle ça, garantie, garantie dans une transaction commerciale. Donc là aussi, on n'est pas sorti de l'hypothèse que j'aimais, que c'est un prix d'achat, hein, c'est un prix d'achat refoulé. Surtout quand on regarde là des situations de deuil, hein, dans les situations de deuil, quand vous perdez une femme, avant même si vous cohabitez évidemment avec une femme, si elle meurt, vous allez voir, hein, tout ce qu'il y a là comme réquisitoire, qu'il y a là-bas, parce qu'on va vous dire qu'on a perdu. On devait avoir 10 chèvres, mais on ne les a pas. Et donc vous devez quand même payer sous la tombe, comme on le dit, vous devez payer sous la tombe. Pour moi, ça me fait tiquer, comment quelqu'un qui a détresse peut être incriminé de cette manière-là. Je regarde comment on traite les questions des femmes stériles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants dans le foyer. Ben souvent, on peut les rajouter une sœur et tout ça, mais encore moyennant quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je pense qu'au sort de ce qui est positif pour moi, le fait que le mariage africain, c'est ce que je souligne fortement, que le mariage africain, ce n'est pas un mariage entre un individu, c'est entre deux familles, même deux clans, et qui entrent en alliance, et que c'est cette dimension-là qui est très très importante pour moi, pour que l'on sorte de la transaction et qu'on n'a pas besoin de tout ce que peut-être on exige pour nouer une alliance. Merci professeur, et nous revenons vers vous professeur Mwanda. Il y a votre collègue qui présente la dot comme étant un prix d'achat refoulé. Est-ce qu'il y a lieu de placer quelque chose, peut-être un commentaire à ce sujet, pour peut-être permettre aussi à tout le monde d'appréhender cette situation-là? En tout cas, c'est intéressant lorsque vous lisez ces livres. Je le conseille à plusieurs. Et je voyais que l'auteur hésitait à dire en Kinan de certaines d'entre les phrases du langage quotidien qu'on trouve. Et par exemple, à la page 44, il y met une expression qu'on a l'habitude d'utiliser chez les Nandés, Ça, c'est une phrase qui démontre que même auparavant, on avait tendance à aller voir si la chèvre est suffisamment consistante pour qu'elle puisse figurer si elle convient en fait. Si elle convient. Donc lorsqu'il parle d'une mentalité transactionnelle, et je crois que des phases de ce genre sont révélatrices de cette mentalité transactionnelle. Quelque part ailleurs, à la page 60, et lorsqu'il fait référence à une situation conflictuelle où une femme se mécomporte dans son foyer, ou bien ils sont au bout et il risque de se séparer elle risque de se séparer avec son mari. Ouais. Lorsqu'elle arrive auprès de ses familiers disent au cas son tout seul,
Ça signifie elle veut faire vomir, elle veut porter sa famille à devoir rembourser les chèvres d'autrui. Oui. Vous captez que dans cette expression aussi, l'idée des transactions semble être évidente. Et alors, lorsque je fais référence à cela, c'est vrai qu'elle retrouve tout ceci dans le langage quotidien. Mais par rapport à la dot, j'ai eu quelques petites perplexités. Ouais. J'ai eu l'impression, la première, c'était l'impression que les collègues Willy affrontaient la question de la dot dans un contexte où, c'est vrai il le souligne aussi ça et là, mais le fond de la réflexion semble individualiste plutôt que communautariste. Et on voit que c'est l'individu qui est beaucoup plus considéré que la mentalité communautaire en tant que telle. Et est-ce que c'est parce que c'est la communauté qui construit ces sphères des justices et le communautarisme ne serait qu'une espèce de couverture pour rendre légitimes certaines pratiques qui, au contraire, dans le subconscient, restent des gages. C'est-à-dire, on dit, ok, voilà, nous avons par exemple tué une chèvre d'alliance et en réalité le mariage devient un lien indélébile pour autant que personne n'est capable de ressusciter la chèvre qui a été effectivement égorgée. Ne s'agit-il pas des narrations ou des rites qui à la fin viennent couvrir des injustices fonctionnels et aux intérêts de ceux qui ont fabriqué la société. Ou bien s'agit-il plutôt d'une mauvaise interprétation par ceux qui épousent ou celles qui sont épousées du phénomène de la dot et qui se disent bon, vous allez faire qu'on nous amène à rembourser ou à vomir les chèvres d'autrui. Est-ce que à ce moment-là la soupape vient de sauter et ils disent ce qu'il ne faut pas dire, ou bien c'est une vulgarité qui dépend du mauvais contrôle du langage dans un contexte où quand même ce n'est pas si injuste, c'est aussi accepté, là où c'est la communauté qui compte beaucoup plus que elle. Et là où j'aurais bien voulu aussi que l'on le comprenne mieux, même si peut-être quelque part dans le texte il y est aussi revenu, il existe une consommation de cette espèce d'injustice par la femme elle-même qui se sent valorisée lorsqu'elle a été dotée. Et d'ailleurs, lorsque le mari ne l'a pas encore dotée, cohabite avec elle, elle a la possibilité toujours de lui dire, écoute, quel type d'homme tu es, et alors que tu n'as encore rien amené chez moi. Et c'est comme si la construction de l'identité du mari dépend du versement de la dot dans la tête de la femme qui ne se sent pas elle-même honorée lorsque ce prix n'a pas été versé. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a à se poser la question de savoir si l'on considère les aspects communautaires, d'une part, donc se dire, est-ce que, et vous le dites quelque part, que la vraie chèvre de la dot, c'est celle qu'on égorge, donc celle qui lie les deux familles. Et d'autre part, on sent qu'il y a la femme qui exige que la dot soit versée. Et alors à ce moment-là, existe-t-il vraiment des sphères d'injustice autour de la dot, pour autant que être un esclave volontaire, ça serait un peu paradoxal. Donc ça serait du masochisme du côté des femmes. Et là, nous prenons l'individualisme. On considère la femme en dehors de la communauté. Bon, mais aussi, pourquoi ne pas considérer que plutôt ceux qui avaient inventé cette tradition, surtout en y insérant cette chèvre à devoir égorger, manger ensemble, laisser son sang couler dans le sol et mettre tout le monde dans les conditions de ne pas pouvoir la ressusciter, n'était-ce pas plutôt une manière de créer des mariages
indélébiles, des mariages dont on ne pouvait plus se passer. Pas parce que seulement on sera incapable de rembourser la dot, mais parce que le mariage, c'est un engagement, je veux dire, avec vos termes de philosophe, si je veux, essentiel. Et en tout cas pas accidentel, essentiel. Alors l'essentialisation de ces liens passait par le fait d'égorger la chèvre. Et alors, lorsqu'on essentialise, les sphères d'injustice peuvent-ils se trouver dans ce qui est essentiel ou c'est dans ce qui est accidentel? Ça, c'est la première question que je voudrais poser à l'auteur. Et d'autre part, pour autant que le sujet, ou entre guillemets, l'objet de l'injustice, la demande, s'agit-il encore d'une injustice? Alors, messieurs les professeurs, sans plus revenir sur les détails dans ces questions, vous allez juste intervenir pour répondre à ces différentes préoccupations. Merci, c'est une question très très intéressante parce qu'elle permet de voir le nœud du problème. Vous savez, quand vous êtes en détention, je vais tout droit, hein, quand une personne exige, vous êtes dans une situation d'oppression, vous connaissez l'expression ici, des choses qu'on faisait chanter aux femmes, avec Kaliminguri. Et la femme doit répondre, Tulimburi. C'est pas vrai. C'est ça. C'est un chant qui est connu dans la culture ici. Donc, c'est ça ce qu'on a. Les femmes sont des moutons. Voilà, oui, nous sommes des moutons. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça la situation dans laquelle, quand vous êtes éduqué d'une certaine manière, on vous éduque de sorte que vous acceptez votre situation et vous l'intériorisez. Et quand même quelqu'un d'autre vous dit, mais il semble que ce que vous vivez là n'est pas correct. Vous avez dit, non, chez nous c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit. Donc, si vous ne faites pas ça, vous êtes hors. Oui, vous n'êtes pas comme chez vous. Vous n'êtes pas vraiment de chez nous. Vous conviendrez avec moi, par exemple, dans l'écriture, où on pratique, par exemple, l'excision. En tout cas, une fille va demander d'être excisée parce qu'elle ne serait pas comme les autres filles. C'est avec la sensibilisation qu'elle commence à comprendre que non. Mais on peut être une femme sans être excisée. Donc, il y a ce phénomène-là, c'est pourquoi j'ai dit parfois, les culturels ressemblent à quelque chose d'essentiel, alors que c'est quelque chose de construit. Ma préoccupation, c'est celle-ci, comme prêtre, c'est qu'au niveau théologique, nous disons que le fondement du mariage, c'est l'amour. L'amour, théologiquement, c'est ce qui ne passe pas. L'amour ne passera jamais. Voilà théologiquement ce qui fonde l'indissolubilité du mariage. Donc ma proposition c'est celle-ci. Allons-nous continuer à fonder notre mariage sur des valeurs matérielles au lieu des valeurs spirituelles? Parce que j'en montre même dans la célébration du mariage, il y a des valeurs spirituelles africaines qui peuvent nous montrer qu'on peut vivre dans un mariage sans avoir l'ambition de vouloir sortir. Je montre par exemple comment une belle-mère accueille son beau-fils, ou sa fille, pardon. Elle l'accueille sur ses genoux et en lui disant, voilà les genoux qui ont bercé ton mari, tu es désormais ma fille. Donc vous voyez là que c'est une naissance dans cette famille-là. Pour moi, ce sont des paroles comme ça. On fait les choses avec des paroles. Pour moi, ce sont des paroles comme ça qui méritent d'être valorisées. Comme nous disons, on fait des choses avec des paroles. Voilà. Ça, c'est engendrer la fille, la belle-fille dans la famille. Et là, ça contribue au processus d'indissolubilité du mariage. Et ça, c'est une valeur spirituelle. Donc, il y a deux choses. Mais quand je vois aujourd'hui, quand on célèbre le mariage, je ne vois pas ces rites-là. L'accueil de la belle-fille. On prend des histoires autres, mais on ne voit pas des choses fondamentales comme celle-là dans la célébration du mariage. Moi, je souhaiterais avoir ces rites-là dans le mariage pour montrer comment on est engendré dans la famille. Et la fille doit désormais se sentir engendrée par
accueilli, engendré par sa nouvelle famille. Voilà, c'est ça ma proposition. Donc, que les croyants, que les chrétiens réfléchissent là-dessus, s'il ne faut pas passer à des valeurs plus spirituelles que des valeurs matérielles. Professeur, l'amour peut laisser tomber la dot? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que ceux qui s'aiment, parfois, ils vivent ensemble, ça la dot d'ailleurs. Comment on peut se procurer le livre, professeur? Alors, le livre se trouve à l'Université de l'Assomption, à Kambali, au centre, donc à la maison d'édition. Si vous arrivez à Kambali, vous pouvez avoir les livres, il y en a en stock. Il y en a aussi à Kindougou, au centre, à la bibliothèque de laïque de l'Assomption. À Kindougou, vous pouvez l'avoir au centre de livre. Vous pouvez vous approprier là. Ce sont les deux points de vente actuellement. Le prix c'est $10. Voilà. Voilà, le livre est disponible à $10. On vient de vous donner les liens, les lieux où vous pouvez retrouver les documents en question. Mais maintenant, là, nous sommes en train d'aller à la fin de notre programme pour aujourd'hui. Merci à vous de rester fidèles à notre programme. Je rappelle, nous étions avec le professeur Wilfried Kibanda. Il est docteur en philosophie. Nous étions également avec le professeur Moindo Mwanda. Il est enseignant en sciences politiques et amateur de la culture et de la philosophie, et c'est avec eux que nous avons échangé autour du livre sur les sphères de justice dans le mariage africain, et nous vous disons merci d'avoir été des nôtres du début à la fin. Bonne suite des temps à tous.